faisons un exemple d'application de ce théorème de dérivation sous le signe intégral. Avant toute chose, je voudrais juste préciser deux points qui étaient un petit peu incomplets ou redondants dans l'énoncé du théorème de dérivation sur le signe intégral. Le premier, c'est que j'ai écrit qu'il fallait supposer que d rond f sur d rond x existe. Alors, donc, bien sûr, il faut qu'elle existe pour tout tx. Donc, c'est existe sur i croix AB. Donc, dans les hypothèses du théorème, il faut que d rond f sur d rond x existe sur i croix AB. Et le deuxième point, c'est que je supposais dans le point i que je supposais à la fois que x donne, je supposais la chose suivante, pour tout t appartenant à AB, x donne f de tx est continu sur i, et puis même chose, x donne d rond f sur d rond x de tx est continu sur i. Ça, bien sûr, c'est redondant, enfin, du moins, il y a une hypothèse qui n'est pas nécessaire, puisque cette hypothèse-là, elle est impliquée par celle-là. Donc, je clarifierai ça, bien sûr, dans le poly, mais donc cette hypothèse-là, elle n'est pas nécessaire. La continuité de la dérivée vous donne automatiquement la continuité de la fonction. Je vois que la couleur verte n'est pas exactement la plus à propos. Ok, donc, l'application que je voudrais faire, c'est ce qu'on appelle l'intégrale de Gauss, savoir que l'intégrale sur R de exponentielle moins t carré, il y a d'autres manières de démontrer ce résultat-là, mais on va en voir une qui passe par les intégrales à paramètres, est égale à racine de phi. Et pour ça, l'idée, donc si on était dans un exercice, on vous définirait ces deux fonctions-là, on vous montrer la chose suivante. Donc on a deux fonctions, des intégrales à paramètres toutes les deux. La fonction qui a x associe l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t carré. Et cette fonction-là, qu'on a déjà vue dans un des exemples, je crois que c'était celui de la continuité, la fonction qui a f associe x l'intégrale de cette fonction de t et de x dt. Et donc si j'appelle ça grand F, ce qu'on va démontrer, c'est le résultat suivant, à savoir, en fait on va démontrer que c'est f plus g carré est égal à pi sur 4. Donc on va montrer que la fonction grand H, elle est constante sur tout R+. Voilà l'objectif. Ok. Alors pour faire ça, eh bien, on va raisonner en deux temps. D'abord, montrer qu'une fonction est constante, naturellement, ça donne envie de la dériver, la fonction grand H, pour montrer que sa dérivée est nulle, en déduire que la fonction est constante et montrer que la valeur voulue est bien pi sur 4. Ok, donc allons-y pour ça. Donc, la première chose, pour dériver, c'est de vérifier que les fonctions grand F et g sont dérivables. On va avoir besoin du théorème de dérivation sous le signe intégral, et ça nous permettra par ailleurs, ce théorème, de calculer ces dérivées. Alors, la première chose, c'est que la fonction g, elle, bien sûr qu'elle est dérivable. Ça, c'est le théorème fondamental de l'analyse. Quand vous intégrez de a à x une fonction continue, eh bien, cette fonction-là est dérivable et sa dérivée est donnée par la fonction. Donc, autrement dit, g est dérivable sur R+, et pour tout x appartenant à R+, g' de x, c'est simplement exponentielle moins x carré. Donc c'est pas la fonction qui va poser de problème existentiel. Celle qui va nous intéresser, c'est plutôt celle de l'autre. Alors donc le vert, très mauvais choix, parce que ça se voit pas tant que ça, et en plus ça accroche au tableau terriblement. Ok, donc allons-y pour la dérivabilité de la fonction que j'ai appelée grand F. Donc pour t, x, pour t appartenant à 0, 1, x appartenant à R+, on va donner un nom à ce qui est dans la fonction, et comme d'habitude, on va noter f de tx égale le truc qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ça. Alors, là, c'est facile de voir qu'il n'y a pas de problème d'intégrabilité ni en 0 ni en 1 pour cette fonction. Je crois qu'on l'avait déjà vu de toute façon dans un exemple. Et donc, ça va être assez facile d'affirmer que f... Alors, on va d'abord affirmer que pour tout x appartenant à R+, je vais utiliser le théorème de dérivation sur le signe intégral. Donc, la première hypothèse, c'est qu'effectivement la fonction grand F a un sens. Pour tout x appartenant à R+, t donne f de tx est intégrable. On pouvait simplement invoquer ici la continuité, x étant fixé, cette fonction elle est continue sur l'intervalle 0,1 fermé, donc bien sûr son intégrale existe.
Ça, c'est une évidence. De plus, il est clair que d rond f sur d rond x, la fonction des deux variables tx, elle est en fait de classe C infinie. Donc en particulier, d rond f sur d rond x existe sur, c'est une fonction de deux variables t et x, donc sur 0, 1, croix R+. Voilà, et maintenant je peux dérouler les points du théorème. Premier point, il faut que je puisse intégrer cette fonction-là, et le premier point me dit, et c'est bien vérifié ici, que pour tout x appartenant à R+, la fonction qui est à t associe d rond f sur d rond x de tx, elle continue par morceau. Ça, c'est vrai, puisque la fonction elle est simplement continue. Hein, donc le premier point est bien vérifié. Deuxième point, pour tout t appartenant à 0, 1, je vous rappelle qu'au final, hein, c'est la remarque que j'ai faite tout à l'heure, il suffit d'affirmer la continuité de cette fonction-là, cette fonction-là comme fonction de x. Donc cette fonction-là est continue. Donc voilà, il y a plusieurs hypothèses qu'on a déjà vérifiées. Je vous fais juste remarquer que ces trois hypothèses, elles peuvent être réunies simplement en constatant que la fonction f est de classe C infinie comme fonction des deux variables. C'est une fonction de classe C infinie sur 0, 1, croix R+. Donc vous pouviez affirmer directement ces trois choses-là en donnant ce résultat. Bien sûr, il y a des fois où c'est moins clair que la fonction est aussi régulière, donc il faut faire un peu attention, mais ici, il n'y a pas vraiment de difficulté. Ok. Donc, il me reste à vérifier le troisième point. Alors ça va pas être très difficile, à savoir que si je calcule la dérivée de la fonction, donc pour tout x appartenant à 0, pardon, pour tout t appartenant à 0, 1, pour tout x appartenant à R+, je calcule la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x en tx avec des valeurs absolues. Donc la dérivée partielle de cette fonction par rapport à x, t est un brave paramètre, hein, quand je dérive partiellement juste par rapport à la variable x, donc 1 sur 1 plus t carré, il reste là. L'exponentielle, ça c'est encore un brave paramètre, vous pouvez voir ça comme exponentielle moins ax carré, donc la dérivée ça fait u' fois exponentielle u, donc moins 2ax, donc moins 2a c'est t carré plus 1 x fois l'exponentielle. Voilà, alors tout ça avec des valeurs absolues. Ok, donc les 1 plus t carré se simplifient, et donc vous constatez qu'à la fin on a juste 2x, pas besoin de valeur absolue puisque x est positif, fois l'exponentielle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement on est tout simplement sur un t étant dans 0, 1, on va pouvoir majorer ça assez facilement. Alors, la petite difficulté ici, c'est que moi, je veux montrer que la fonction, elle est de classe, elle est au moins dérivable par rapport à x. Donc, il faut que j'ai une majoration qui soit indépendante de x. Vous voyez que ça va être très difficile de majorer x pour x appartenant à R+. Même, on va dire que c'est impossible. L'exponentielle, ça c'est pas très compliqué, c'est majoré par 1. Donc je répète, je vais majorer cette fonction-là par une fonction qui ne dépend pas de x et qui est intégrable sur 0. Donc si j'arrive à majorer par une constante, j'ai gagné, puisque la constante est intégrable sur 0. La difficulté, c'est que x, impossible de le majorer, puisque x est dans R+. Mais qu'à cela ne tienne, moi, après tout, je vais montrer que la dérivabilité est une notion locale. Donc si j'arrive à démontrer que la fonction est dérivable sur tout intervalle AB, j'aurai gagné. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me placer sur... je vais me placer simplement, je vais être un peu moins ambitieux, je ne vais pas essayer de majorer ça sur tout x appartenant à R+, mais je vais me donner soit A strictement positif, donc là c'est vraiment des idées que vous avez vous avez beaucoup vu avec les suites et séries de fonctions, on va les réutiliser ici, soit A strictement positif pour tout t appartenant à 0, 1, pour tout x appartenant à 0 grand A, et bien cette quantité-là, je vais pouvoir la majorer, puisque cette fois j'ai limité x à vivre dans ce compact 0a, donc j'ai d rond f sur d rond x de tx, qui est majoré par, donc x je le majore par a, et puis l'exponentielle je la majore par 1. Donc j'ai réussi à majorer par une constante, 2 fois a, donc j'en déduis quoi? J'en déduis que, donc je peux peut-être le dire ici, t donne 2a est intégrable
sur 0,1. Donc par théorème, je conclus avec le théorème de dérivation par théorème. C'est une mauvaise couleur, pardon. Passer au noir. Par théorème, j'en déduis finalement, j'ai toutes les hypothèses 1, 2 et 3. J'en déduis que ce que j'ai appelé grand F est dérivable, même de classe C1 ici, sur 0A. Ok, donc tous mes stylos sont en train de rendre l'âme. Grand F est de classe C1 sur 0A. Et très important, raisonnement classique, donc, et ce pour toute A strictement positive, donc en fait elle est de classe C1 sur R, sur R+, et ce pour tout A strictement positif, donc sur R+. Et de plus, je sais que sa dérivée est donnée par la dérivation sous le signe intégral. Pour tout x appartenant à R+, grand f' de x, c'est égal alors, donc, à l'intégrale sur 0,1 de cette fonction-là. Et donc, si j'écris ce que ça vaut, c'est rien d'autre que moins 2x, l'intégrale sur 0,1 de exponentielle moins t carré plus 1 x carré dt. Ok, donc là on a bien avancé. Non, parce que si on résume un petit peu ce qu'on a obtenu, on a obtenu quoi? On a obtenu que, si je vous rappelle que h c'était la fonction grand F plus g carré, et on a obtenu quoi? On a obtenu que pour tout x appartenant à R+, h' de x, donc h est dérivable, et sa dérivée c'est donné par donc c'est donné par grand f' de x, plus, ici j'ai un carré, donc ça fait 2 g' de x, g de x. Ok, remplaçons par ce que valent toutes ces quantités. Grand f' de x, on sait que c'est moins 2x l'intégrale sur 0,1 de exponentielle moins t carré plus 1. Alors je vais peut-être l'écrire un petit peu différemment. Ici, exponentielle moins t carré plus 1 x carré, c'est exponentielle moins t carré x carré fois exponentielle moins x carré. Et l'exponentielle moins x carré ne dépendant pas de t, je peux le mettre devant l'intégrale. Donc j'ai cette intégrale-là. Ça c'est f' de x. Maintenant, à ma droite, j'ai g', grand g' de x. On a vu tout à l'heure que c'était exponentielle moins x carré. Et g de x, bah, c'est simplement l'intégrale sur 0x de exponentielle moins t carré dt. Ok. Et là maintenant, l'idée c'est que en fait, ces deux objets-là sont les mêmes. Et pour ça, pour le voir, on va simplement changer de variable ici. Si dans cette intégrale, je pose u égale tx, de sorte que du, alors là il faudrait que x soit non nul. Donc, ok, donc je pose ça pour x strictement positif. On va voir ce qui se passe pour x égale à 0. Donc allons-y, quand je fais ce changement de variable, j'obtiens quoi? J'obtiens que dt c'est du sur x. Et donc j'obtiens que cette intégrale, elle se réécrit 1 sur x fois l'intégrale de 0. Donc quand t allait de 0 à 1, maintenant u va de 0 à x, exponentielle moins u carré du. Et donc finalement, j'obtiens que h' de x, c'est quoi? H' de x. Alors ça c'est valable pour x strictement positif. Je vous fais juste remarquer que pour x égale à 0, on tombe sur 0. Parce que cette quantité-là vaut 0, parce que c'est multiplié par x qui est nul. Et cette quantité-là, elle vaut 0 parce que vous avez l'intégrale de 0 à 0. Mon calcul qui va mener à h' de x égale 0, il est valable aussi pour x égale 0. Bon, et donc ici, en conclusion, on a moins 2x exponentiellement x carré fois 1 sur x, l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins u carré du. Et puis en fait la même chose ici, hein, puisque les x se simplifient. Et là j'ai 2 exponentiellement x carré, l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t carré dt. Voilà, donc si on regarde dans le blanc des yeux cette inégalité, on obtient précisément
0, puisque on a la même chose ici, à savoir j'ai 2 exponentielle moins x carré fois cette intégrale, et j'ai la même chose ici avec un moins devant. Donc ça, c'est égal à 0. Voilà. Ok. Donc, ça c'est pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout x appartenant à R+, h de x, donc h est je vais peut-être conclure comme ça, h est constante sur R+. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer sa valeur de différentes manières. La première chose, c'est qu'on peut regarder ce qui se passe quand on prend en 0. Grand H de 0, ça fait quoi? C'est l'intégrale de 0 à 0 en g carré de 0, ça fait l'intégrale de 0 à 0 exponentielle moins t carré dt, c'est-à-dire 0. Donc j'ai plus 0 ici, et puis grand F de 0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt. Donc vous savez que 1 sur 1 plus t carré, ça s'intègre en arc tangente, donc ça fait arc tangente de 1 moins 0 plus 0, moins arc tangente de 0. Et donc ça fait simplement pi sur 4. Voilà, donc le fait que h est constante égale à pi sur 4, c'est pas très difficile pour peu qu'on ait réussi à dériver cette fonction. Maintenant, nous ce qui nous intéresse, c'est non pas le fait que h est constante, mais c'est bien de calculer la limite de g quand x tend vers plus l'infini. Nous, on voudrait calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins t carré dt, et on en déduira celle-là, hein, puisque par parité, l'intégrale sur R de l'exponentielle moins t carré, c'est 2 l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins t carré dt. Et donc, si j'appelle ça i, qui est donc ce que je cherche, je vais peut-être l'écrire autrement. L'intégrale que je cherche, l'intégrale de Gauss, c'est i. Je lui donne ce nom-là, l'intégrale sur R de l'exponentielle moins t carré dt, décidément. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins t carré dt, c'est-à-dire i sur 2. Ok. Alors comment relier tout ça avec le fait qu'on sait que h est constante égale à pi sur 4? Si on est capable de calculer la limite de grand F quand x tend vers plus l'infini, on va avoir une relation entre pi sur 4, c'est-à-dire h de 0, et la limite quand h tend vers plus l'infini, la limite quand h tend vers plus l'infini de grand H. La limite, pardon, quand x tend vers plus l'infini de h de x. Ok, donc pour ça, il nous faut étudier la limite quand x tend vers plus l'infini de grand F de x. Ça, c'est très proche de l'exemple qu'on a fait tout à l'heure pour l'interversion limite intégrale. Je me demande même si c'est pas exactement l'exemple qu'on a fait. Ou alors c'était à epsilon près, c'était ça. Mais oui, incroyable. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, on a vu que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x existe et que de plus elle vaut 0. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, qui est la limite qui, h, je vous rappelle, ça vaut f plus g carré, donc sa limite, c'est donné par 0 plus i sur 2 au carré, c'est-à-dire i carré sur 4. Donc j'en déduis que limite quand x tend vers plus l'infini de h est i carré sur 4. Mais la fonction grand H est constante, donc sa limite en plus l'infini doit coïncider avec sa valeur en 0. Et ça, c'est aussi égal à h de 0, qui vaut pi sur 4, car h est constante. Et si vous mettez en regard ces deux valeurs de la constante que vaut grand H, qu'on peut obtenir soit en regardant sa limite en plus l'infini, soit en regardant sa valeur à 0, ça impose que nécessairement i carré sur 4 va être pi sur 4, c'est-à-dire i égale racine de pi. Donc c'est ce qu'on voulait montrer, i c'est égal à racine de pi. Voilà, c'est quand même une jolie application de ce résultat, de la dérivation d'intégrale à paramètres, qui permet de calculer l'intégrale de Gauss, qui est très utilisée notamment en probabilité.
Ok, et on est presque au bout. Je vais juste énoncer deux résultats de dérivation, de continuité de dérivation d'intégrale, où le paramètre n'est pas seulement dans la fonction, c'est-à-dire on n'a pas seulement f de tx, mais on a aussi le paramètre intervient aussi dans les bornes de l'intégrale.